Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue et merci à tous. Merci aux 250 personnes qui nous suivent en direct pour cette conférence en ligne à l'occasion de la sortie du livre blanc de la paralysie cérébrale. Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, nous fait l'honneur d'être présente et de répondre à nos questions. Merci beaucoup et bienvenue, Madame la Ministre. Ce soir, autour de la table, Marc Tardieu, professeur de neuropédiatrie et président du comité de pilotage du livre blanc. Également Mathieu Châtelain, co-porteur de projet et signataire de l'appel du 6 octobre. Et moi-même, Delphine Gann, je suis la maman d'un jeune enfant atteint de paralysie cérébrale. 3 jeunes adultes avec paralysie cérébrale ont lancé un appel solennel le 6 octobre. Et nous sommes réunis ce soir pour parler de cet état d'urgence, parce que c'en est un. Cet appel, il a pour but de pointer le besoin fondamental qu'ont toutes les personnes concernées d'initier une vaste et une urgente mobilisation dont l'objectif va être de connaître cette pathologie et surtout d'améliorer leurs conditions de vie le plus vite possible. Alors comment est-ce qu'on ne peut pas être frappé par le désarroi des familles qui ne trouvent pas les compétences dont ont besoin leurs enfants, nos enfants? À l'origine du livre blanc, l'enquête Espace, elle a été menée entre 2016 et 2017 auprès de milliers de familles touchées. Elle a mis à jour le constat tragique que la grande majorité des personnes n'étaient pas satisfaites, et ce tout au long de leur vie. C'est la raison pour laquelle il est essentiel aujourd'hui de se pencher sur la question qui est l'amélioration de leurs conditions de vie. À l'initiative de la Fondation Paralysie Cérébrale, le livre blanc est le fruit d'un travail commun sur plusieurs années qui a impliqué directement les personnes atteintes de paralysie cérébrale, les professionnels de santé, les acteurs du secteur médico-social, les grandes associations dans le champ du handicap, les sociétés savantes spécialisées, les experts internationaux et les aidants. Nous tenons d'ailleurs ici à les remercier tous vivement pour ce travail. À partir des axes de la stratégie nationale de la santé 2018-2022, cette concertation inédite a abouti aux 7 piliers du livre blanc. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous, Madame la Ministre, pour entamer un travail interministériel impliquant toutes les parties prenantes, dont les membres du comité de suivi du livre blanc, et de proposer une véritable stratégie sur la paralysie cérébrale. Merci Delphine. On va ouvrir la table ronde si vous voulez bien. 4 personnes vont vous poser des questions, 2 questions chacune ou une suivant les cas. Et puis on aura une synthèse à la fin que je ferai et vous terminerez notre séance. Je sais que votre temps est très compté. Première question sont posée par Mathieu Châtelain. Mathieu. Bonsoir Madame la Ministre, ravi de vous voir en présentiel. Alors la première question parlera de qu'est-ce que c'est l'inclusion. Au fond, pour moi, la façon dont je ressens les choses, c'est un partenariat entre les personnes, leurs familles, un gouvernement et une ministre qui ont osé l'inclusion, et puis toutes celles et tous ceux qui portent l'inclusion professionnelle de chacune et de chacun. Dans le domaine professionnel, parce que ça peut concerner les adultes, quel que soit l'âge, on voit bien que la difficulté qu'il peut y avoir à prendre en compte l'ensemble des situations, notamment lorsqu'il y a des troubles associés comme la dyspraxie. Il existe pourtant des solutions, par exemple comme les duos de compétences qui sont des binômes de travail à compétences complémentaires entre un salarié ou une salariée qui est en situation de paralysie cérébrale et l'autre salarié qui n'en a pas, et par ce partage finalement des tâches en fonction des compétences, parce que c'est ça qu'il faut voir en premier, et de la réalité du handicap, hein, que ce soit la paralysie cérébrale ou un autre, eh bien on peut arriver à occuper des postes pour lesquels ça n'aurait pas été possible autrement. Qu'est-ce que les pouvoirs publics, que ce soit le gouvernement ou autre, pourraient faire pour mettre en valeur et développer ces dispositifs? Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse d'être avec vous, de partager ce temps. Cher Mathieu Châtelain, je pense que ce que vous avez dit, c'est important, c'est que l'inclusion, en fait, c'est l'affaire de tous.
Quand on dit société inclusive, c'est d'abord pour moi ce que vous avez dit, en tout cas sur l'emploi, c'est l'insertion professionnelle dans une entreprise inclusive. Et je pense qu'au niveau sémantique, il faut vraiment parler de ça. C'est-à-dire on scolarise dans une école inclusive, mais on insère, on embauche, on maintient dans l'emploi des professionnels, des collaborateurs dans une entreprise inclusive. Donc à partir de là où on pose le fait que le diagnostic que c'est l'environnement qui doit être inclusif, il faut qu'on essaie tous les dispositifs. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui ont été validés par le gouvernement, financés par le gouvernement. Je pense au job coaching, à l'emploi accompagné, qui est une façon pour les troubles qui sont un peu complexes à intégrer pour une entreprise. Et comme vous l'avez très justement dit, l'entreprise, elle doit rester le lieu d'exercice de sa profession, de son métier. Les chefs d'entreprise, les managers, n'ont pas à être spécialistes de troubles, parce que sinon, ils n'y arriveront pas à faire tourner la boutique de leur entreprise. En revanche, il peut y avoir des tierces personnes. Alors ça peut être un job coach, mais ça peut être aussi un salarié à compétences égales qui peut accompagner le développement justement de l'interaction de la personne empêchée, quel que soit son empêchement, à exercer sa profession. Donc pour l'instant, ces compétences, ces duos de compétences, ils ne sont pas institutionnalisés, enfin ils ne sont pas reconnus de façon institutionnelle, ils ne sont pas financés. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est pouvoir le développer, montrer que c'est du gagnant-gagnant et voir comment on peut accompagner l'entreprise. Alors on sait bien qu'on a des temps par exemple de tutorat qui sont rémunérés dans les formations. Est-ce qu'il faut avoir des temps de formation du professionnel rémunérés? Pourquoi pas? Moi je suis preneuse de toutes les solutions. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul, je pense, sur ces duos de compétences pour pouvoir proposer des dispositifs qui seraient financés ou finançables. Mais je pense que c'est un levier très intéressant. Donc, appuyons-nous sur le job coaching, qui peut être aussi une façon de travailler sur le binôme en entreprise. Parce que c'est ça qui est un peu nouveau quand même dans l'entreprise, cette notion de pouvoir effectuer une tâche en binôme, que ce soit avec un job coach ou une compétence d'un autre collaborateur. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on analyse vraiment l'impact que peut avoir sur le collectif de travail, sur les performances sociales et du coup la performance économique de l'entreprise, quelle qu'elle soit, de l'employeur privé ou public d'ailleurs, sur votre proposition. Je pense qu'elle est très intéressante. Il faut qu'on soit dans la méthode d'incrémentation permanente et de mesure de ce que ça peut engendrer en termes de temps, en termes de vrais projets en fait, portés par un collaborateur. Il faut que ça soit porté par l'ensemble de l'entreprise. Il faut que ça soit inscrit dans une politique RH inclusive. Ça, c'est l'importance. D'où le développement et ce qu'on a demandé à la GFIP, avec Élisée Borne-Borne, à travers notre nouvelle convention, d'avoir des indicateurs, d'avoir 1500 entreprises qui n'avaient pas été démarchées d'ici fin 2022 pour les démarcher dans une convention. Donc il faut discuter avec la GFIP, de voir aussi, testons ces duos de compétences, et je pense que vous êtes le mieux placé pour cela. Donc il faudra qu'on puisse travailler avec la GFIP de la même façon qu'on fait toujours à travers soit le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, soit directement avec la GFIP pour qu'on prenne en compte éventuellement. Moi je ne sais pas où ça se développe, peut-être que vous avez des expériences et travaillons ensemble pour pouvoir le développer, bien sûr. Peut-être une deuxième question, Mathieu? Oui, alors si on a le temps maintenant pour parler un peu des territoires, on voit bien qu'il y a un premier pilier dans ce livre blanc qui est au fond comment on permet à chacun d'avoir une vie autonome et de réaliser son projet de vie là où il ou elle le souhaite, c'est-à-dire là où la personne, sa famille et ses proches vivent. Qu'est-ce qui finalement pourrait être fait? Déjà peut-être pour en partie augmenter le salaire des professionnels de l'aide à domicile parce que sans eux, rien n'est possible. Et puis aussi, qu'est-ce qui pourrait être fait pour, dans le champ des inégalités territoriales entre départements pour qu'il y ait finalement, comme le président de la République en parlait lors de la CNH, une inconditionnalité de l'accompagnement partout sur le territoire? Alors, il y a en effet plusieurs volets dans votre question. D'abord, la revalorisation de la tarification des services d'accompagnement. Donc, il y a un investissement important de la part de l'État, puisque nous avons revalorisé à 22 € le tarif horaire des services d'accompagnement, mais pas que. J'étais avec le Premier ministre tout à l'heure et donc qui a annoncé qu'il y avait une anticipation du Ségur
au 1er novembre pris en charge par l'État pour justement anticiper les 183 € net pour les personnels soignants. Je vous rappelle au sens large du terme des accords Laforcade, c'est-à-dire soignants et puis tous les paramédicaux. Et puis il a annoncé aussi que par esprit de justice et d'équité territoriale, ces mêmes soignants parfois pouvaient être en exercice dans des établissements qui ne dépendent pas de la sécurité sociale mais qui dépendent des départements. Et là l'État aussi sera aux côtés pour financer ces presque 20 000 personnes qui sont dans les foyers actuellement et qui dépendent donc du financement du département. Donc nous avons entendu les problèmes de recrutement, puisque donc le Premier ministre a acté tout à l'heure ces annonces fortes, ces annonces aussi de mise, je dirais, en tension de tous les systèmes de recrutement possibles, communication dans Pôle emploi, plateforme des RH pour pouvoir pallier justement aux problématiques de recrutement. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, court terme. C'est-à-dire urgence. Vous avez parlé d'urgence, madame, tout à l'heure. Il y a une urgence, en effet, parce qu'il y a énormément de postes vacants, que ce soit dans les services ou dans les établissements. Donc nous nous mettons vraiment avec les associations gestionnaires à leur côté. Revalorisation du Ségur anticipé au 1er novembre. Revalorisation des services d'accompagnement, avec le tarif qui est porté à 22 €, financé par l'État à 70% cette année, 50% auprès des départements. Implication des départements avec l'annonce avant le 15 janvier d'une grande conférence sur les métiers de l'accompagnement éducatif pour pouvoir justement aller encore au-delà et pouvoir englober tout le personnel éducatif dans la revalorisation, en partenariat bien sûr avec les départements qui sont aussi en responsabilité et un employeur. Donc voilà, ça c'est la réponse, je dirais, court terme. Sur la réponse de l'équité territoriale, et vous avez raison de le pointer du doigt, on voit bien les résultats des MDPH, le baromètre MDPH que j'ai voulu vraiment en toute transparence mettre en place a fait bouger les lignes parce que les départements ont réalisé que bien justement il y avait encore trop d'écart dans l'octroi des droits, dans les délais. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut travailler, en transparence, avec des baromètres qui donnent à connaître vraiment où on sont chaque territoire. Et puis embarquer cette notion justement de responsabilité populationnelle, comme l'a demandé le président de la République, avec cette inconditionnalité d'accompagnement, pour dire les Français doivent pouvoir avoir le même service où que ce soit dans les territoires. Alors, je n'ai pas de baguette magique. Là où on a des déserts médicaux, paramédicaux, c'est une vraie réalité, une difficulté. Comment rendre attractives ces régions, c'est tout l'enjeu, mais ça dépasse largement le seul problème des services d'accompagnement. C'est vrai aussi pour l'hospitalier, c'est vrai aussi malheureusement pour les services en tension et même pour tous je dirais, la relance, elle est là. Nous avons 1 million d'offres d'emploi qui ne sont non pourvues aujourd'hui. Donc, il en va vraiment de ce travail d'équité territoriale. Eh bien, c'est en travaillant ensemble, parce que l'État peut beaucoup de choses, mais seul, il ne peut pas tout. Donc, il faut vraiment que les départements, les élus locaux, on a des problèmes de logement. Une fois qu'on a pu recruter un personnel, le pouvoir d'achat, le logement en fait partie aussi. Donc tout à l'heure, j'étais avec le président du département du 92, le maire, qui dit travaillons ensemble pour pouvoir éventuellement travailler sur la mise à disposition de logements pour les professionnels, puisque c'est un tout. Autant la personne handicapée, elle a besoin d'être accompagnée à 360, mais les professionnels aussi. Il en va en même temps de leur pouvoir d'achat, leur capacité à se loger, à se déplacer pour être au plus près des besoins des personnes. Donc voilà, il faut vraiment faire un peu feu de tout bois en complémentarité de responsabilité. Merci beaucoup, merci Mathieu. Delphine, 2 questions suivantes. Vous l'avez compris, je suis donc moi-même la maman d'un petit Martin qui a 5 ans, qui vit avec une paralysie cérébrale. Je rencontre avec mon fils de nombreux problèmes au quotidien, notamment à l'école. Alors en milieu ordinaire comme en milieu spécialisé, les conditions réelles correspondent malheureusement pas toujours à ce qui est annoncé. Par exemple, pour mon fils, en 2 ans et 2 mois, il a rencontré 6 AESH. Les 2 tiers sont bienveillantes, on a de la chance. Elles ont en tout cas aucune opportunité vraiment de se former alors qu'elles le souhaitent. Mon fils a le droit à un temps plein d'accompagnement à l'école, mais en fait, seulement 30% du temps de ce temps-là a été couvert parce que les personnes ne sont pas remplacées suite à des congés maternité et autres, et sans parler du temps réel de scolarisation imposé. Nous avons besoin aujourd'hui d'une école émancipatrice, avec une vraie inclusion, avec des enfants qui vont être scolarisés en fonction de leurs besoins, des personnels formés, des moyens adéquats, et sans inégalité territoriale, là aussi. Il faut vraiment qu'on arrive à créer un mode de liaison entre l'éducation nationale, l'université et les familles.
Les particularités de la paralysie cérébrale ne sont pas connues et peu prises en compte. On a besoin de formation spécifique des équipes éducatives pour la paralysie cérébrale. Alors voilà, ma question, c'est comment est-ce que vous pouvez nous aider à accompagner ces équipes éducatives qui se retrouvent démunies et mieux anticiper toutes les transitions scolaires, universitaires si besoin, et celles vers le premier emploi? Alors là, vous touchez à la problématique de la formation. Il est évident que les AESH ne seront jamais des spécialistes de chaque handicap. Ce n'est pas le choix qui a été fait dans l'éducation nationale. Donc la réponse, elle est en même temps l'AESH, pour ceux qui en ont besoin, sur les 3 missions que sont l'AESH, soit sur l'aide à la vie quotidienne, soit sur l'aide à l'interaction avec ses pairs, soit sur les apprentissages basés sur ce que l'enseignant va mettre en application et va adapter. C'est ça les 3 missions de l'AESH. Le reste, il s'agit de la coopération médico-sociale. Ce qu'il nous faut absolument faire, c'est ouvrir les portes de l'école massivement à l'expertise du médico-social. C'est l'école qu'on veut construire et qu'on est en train de construire avec Jean-Michel Blanquer, pas assez vite, pas assez partout, ça je vous le concède tout à fait, mais encore une fois, une personne qui a besoin de rééducation, ce n'est pas l'AESH qui va pallier à la rééducation. Ça, il faut vraiment qu'on le redise haut et fort. C'est dans la complémentarité avec l'expertise médico-sociale. Donc il faut aller vers quoi? Il faut aller vers des formations conjointes, massivement, de ce qu'on appelle en effet la communauté éducative. C'est bien l'enjeu de pouvoir développer les pôles d'inclusion d'accompagnement localisés avec l'appui du médico-social. C'est Pia le dit renforcé, moi j'y crois énormément. Ces équipes mobiles d'appui à la scolarisation avec des experts qui peuvent venir justement observer, analyser, enclencher justement même de l'accompagnement avant même que certains types de handicaps soient détectés, soient diagnostiqués et soient justement accompagnés. Donc c'est vraiment sur ces 2 axes qu'il faut jouer. En même temps, formation bien sûr des AESH, d'abord on leur doit cette formation et même au-delà des 60 heures, il faut vraiment travailler sur les formations conjointes, l'analyse de pratique sur chaque enfant donc qu'ils accompagnent. Il faut développer massivement cette coopération et là, moi j'ai besoin des associations, qu'elles soient gestionnaires ou pas, pour qu'on puisse bâtir des plans de formation conjoints au plus près des besoins de chaque territoire. Donc ça, c'est notre enjeu majeur. C'est pour ça que le comité de l'école inclusive qui aura lieu le 22 novembre, je me retrouve, voilà, merci ma chère directrice de cabinet, le 22 novembre, il va y avoir un gros focus sur la coopération. Parce que je pense que l'école inclusive, c'est ça. J'ouvre mes portes de l'école, je fais rentrer les professionnels, chacun dans sa complémentarité, chacun sait ce qu'il peut apporter autour du projet personnalisé de l'enfant, parce que je pense que c'est dans le projet personnalisé qu'il faut qu'on définisse mieux les tenants et les aboutissants pour que le chef d'établissement soit bien sécurisé sur tous ces professionnels qui rentrent et qui sortent de son école, parce que c'est complexe aussi à gérer pour un chef d'établissement. Mais c'est ça, on le voit bien que par exemple les unités d'enseignement maternel autiste ou élémentaire autiste sont productrices de changements et de transformations radicales, parce qu'il y a cette unité de lieu qu'est l'école dans laquelle tout se passe. D'abord, c'est ce que les parents réclament pour pouvoir reprendre, je dirais, un boulot ou avoir vraiment du temps complet à l'école. Alors, temps complet ou pas, ça je ne sais pas, ça dépend de chaque projet de rééducation, chaque projet thérapeutique mis en place pour les enfants. Mais l'idée, elle est là, beaucoup plus, si vous voulez, que la formation de spécialistes que ne peuvent pas être les AESH, c'est dans la coopération qu'on pourra avancer. Sur la partie AESH, quand même, je tiens à le dire, 35% de plus d'AESH depuis 2017. Ils sont tous en contrat éducation nationale. Ils ne sont plus en contrat emploi aidé. Donc, il y a eu une avancée. Il y a une grille indiciaire salariale qui a été revue par le ministre. Ils font partie de la communauté éducative. Je tiens à leur dire haut et fort, ce sont des professionnels qui ont toute notre considération. Maintenant que leur temps hebdomadaire ne soit pas assez important, qu'on ait encore des problèmes de gestion, d'emploi du temps, je le conçois aussi. Mais voilà, l'idée, c'est au plus près des territoires. Petit à petit, on a encore 4000 postes de plus à cette rentrée. Donc ça s'améliore, ça ne va pas assez vite, je l'entends pour les familles. Il y a encore des inéquités territoriales, je l'entends aussi, et moi, c'est mon sujet majeur. Mais cette dynamique, elle est là. Maintenant, la vraie dynamique, et là où on va transformer les choses, c'est dans la coopération. Une autre question, Delphine. D'accord, merci Madame la Ministre. Sur un autre sujet, beaucoup de mamans concernées postent des messages, cherchent des conseils parce qu'elles ne trouvent pas de professionnels qui connaissent la paralysie cérébrale. L'accès au CAMS peut parfois être un peu long, difficile. Nous, ça a été notre cas dans le 93.
On a dû attendre 18 mois pour finalement se retrouver face à des professionnels qui là aussi ne sont pas spécifiquement formés et qui n'arrivent pas à nous aiguiller. Alors c'est nous, les parents, qui devons trouver les informations sur Internet, merci les réseaux sociaux, qui faisons la coordination. C'est nous qui sommes au courant des nouvelles méthodes. Alors en dehors des grandes villes, c'est quasiment impossible aujourd'hui de trouver un médecin, des intervenants médico-sociaux. Et souvent, la seule solution qui va être proposée, ça va être l'internat pour l'enfant, loin de la famille, double peine pour lui. Alors oui, on entend parler de nouvelles méthodes pour la rééducation, mais on ne voit rien venir. On entend au Téléthon qu'il y a de nombreux progrès qui se concrétisent et c'est formidable, mais qui s'occupe de nos enfants? Et pour les adultes, la situation, elle est encore bien pire. Alors j'en viens à ma dernière question. Comment pouvez-vous nous aider et quand pourrons-nous avoir accès à des pôles de compétences et de confiance à Paris et en région qui pourraient regrouper toutes les informations, les savoir-faire, les innovations et les personnels formés, eux-mêmes capables de former d'autres professionnels? Alors, en fait, vous avez besoin vraiment vous avez besoin de pôles ressources. Oui. De pôles ressources, de professionnels formés et informés. Toutes les situations de handicap ont besoin de la même chose, sur toutes leurs spécificités chacune. Il faut qu'on en soit conscient. Donc moi, je pense qu'il faut avoir des pôles ressources vraiment multi, enfin je ne sais plus comment les appeler, hein, mais en handicap, des pôles ressources qui sont vraiment des pôles ressources par typologie de handicap, par typologie de méthodes innovantes, etc. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à développer. Il faut qu'on mutualise les ressources de façon importante. Il faut qu'on ait un vrai site numérique qui puisse vraiment engranger toutes ces méthodes. Donc, à travers quoi? À travers peut-être la CNSA, qui doit être piloter vraiment l'innovation sur les méthodologies. Voilà. Enfin, je pense que votre demande, elle est constante pour tout type de handicap, qui sont encore trop méconnus par les professionnels eux-mêmes. Ce matin, j'étais au comité de pilotage du polyhandicap. Et on a bien vu que c'est exactement aussi leur même demande, d'avoir des professionnels beaucoup plus formés à la spécificité du handicap. Moi, je l'entends. Créons vraiment des banques de ressources, des modules de formation. Ça, c'est très important. Et là, moi, j'ai besoin de l'expertise parentale. Elle s'est tellement développée qu'il faut qu'on la valorise, cette expertise parentale. Ça, c'est indéniable. C'est vraiment toute la stratégie aidant, en fait, qu'il faut qu'on arrive à mettre en place par rapport à la valorisation des compétences que les parents ont eues, leur transmission, la façon aussi de valider leurs compétences à travers l'expertise qu'ils ont acquis. C'est une demande forte de certains parents. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, ils veulent bosser dans ce domaine-là. Mais ces compétences, elles sont indéniables. Elles ont été acquises. Elles ont été acquises, comme vous le dites souvent, par la débrouillardise entre parents, par les réseaux d'accompagnement. Et ça, il faut absolument qu'on puisse capitaliser là-dessus. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, je n'ai pas la solution clé en main, mais je pense qu'il faut qu'on bâtisse vraiment l'expertise, la paire-aidance, si indispensable aussi, et puis les centres de ressources experts. Mais on ne va pas démultiplier les centres de ressources. On a les maladies rares, on a le polyhandicap, on a l'infirmité motrice cérébrale, on a l'autisme, on a les troubles du neurodéveloppement. Je pense qu'il faut qu'on ait vraiment des banques de ressources, mais qui soient bien organisées, bien fléchées pour que chacun puisse s'y retrouver, ça c'est certain. Après, si vous avez des propositions, il y en a, il faut qu'elles s'appuient sur vos propositions bien plus rapidement. Merci. Nous avons fait des propositions dans le livre blanc, évidemment qu'on vous invite à suivre. On va faire une petite transition pour changer les intervenants autour de la table, s'il vous plaît. Bienvenue François Révol, qui est directeur de l'association l'ADIMC 74, et bienvenue Sylvain Brochard, qui est médecin de physique et de réadaptation et chercheur à Brest. Merci de nous rejoindre. François, on va vous laisser poser. Merci. Bonsoir Madame la Ministre. On va poursuivre le débat sur les sujets qui viennent d'être abordés et peut-être essayer de se dire ensemble qu'il y a besoin d'incitations fortes pour la formation des professionnels. Le livre blanc, il met ça en évidence. Le travail qu'on a fait pour le livre blanc met ça en évidence. On a besoin d'inciter l'ensemble des professions engagées dans le cursus de formation initiale
une connaissance de la paralysie cérébrale. Et c'est un vrai sujet qu'on voulait développer. Il nous semble qu'un travail interministériel peut être mené, qui viennent inciter que ces programmes de formation initiale, à la fois dans la santé, les enseignants, les AESH, mais aussi toutes les personnes qui peuvent accueillir des personnes avec paralysie cérébrale, puissent être formées, au moins sensibilisées pour les agents publics qui font de l'accueil. C'est une question ? Oui. Est-ce qu'un travail interministériel peut être mené dans ce sens-là ? Vous avez la réponse dans votre question, évidemment. Évidemment qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table et que, évidemment, c'est l'ensemble de la communauté, alors éducative, rééducative au sens large du terme, santé, éducatif, rééducatif, qu'il faut qu'on arrive à toucher. C'est tout notre enjeu, il est là. Comment je fais monter en qualification tous les partenaires et les interlocuteurs qui vont, s'occuper des enfants ou des adultes. Il en va de notre enjeu majeur. Il faut faire des choses simples, mais qui ouvrent vraiment, la porte au questionnement, au bon questionnement. Donc oui, bien sûr, nous devons faire ces travaux interministériels sur les métiers, tous les métiers. Mais même au-delà de la paralysie cérébrale, déjà, il faut qu'on puisse aussi parler de qu'est-ce que c'est que une société inclusive, qu'est-ce que c'est qu'une école inclusive, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise inclusive dans tous les métiers. Parce que si on n'aborde pas la problématique avant tout, c'est l'accompagnement du choix de vie de la personne, où qu'elle soit, on ne se remet pas en cause dans nos modalités de pratique professionnelle, puisqu'on a, nous, siloté nos pratiques dans un univers très particulier. Et aujourd'hui, ce que nous demandent les personnes, c'est de pouvoir les accompagner selon leur choix de vie. Donc on a des modalités différentes de pratique pour accompagner dans un logement, pour accompagner en entreprise, pour accompagner à l'école, qu'on avait beaucoup moins avant. Donc il y a un accompagnement au changement des pratiques professionnelles de ceux qui sont déjà en poste, plus la formation initiale, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'on se loupe sur la modalité d'accompagnement et la façon dont on explique. Moi, j'ai encore vu, il n'y a pas longtemps, et les bras m'en sont tombés, j'ai rencontré un éducateur spécialisé qui sortait d'une formation. On ne lui avait jamais dit qu'il pourrait peut-être aller à l'école accompagner un enfant. Pour lui, il allait travailler toute sa vie dans un établissement médico-social, en 2021. Donc, vous voyez le travail dans une formation initiale. Donc, c'est un peu terrorisant quand même, excusez-moi, mais ça veut dire qu'on formate encore par rapport à l'environnement, ne s'imaginant pas que les personnes ont d'autres choix, d'autres aspirations aujourd'hui. Donc oui, tout à fait partante, mais travaillons dans la bonne direction. François, vous avez une autre question. Merci. On a bien entendu le parcours du combattant que tu as raconté et qu'on connaît bien et que vous connaissez bien, je crois. Ce parcours du combattant, il est décrit par tout le monde et le travail sur le livre blanc, il nous amène à faire cette proposition dont vous avez déjà parlé de pôle de confiance et de compétences. Et vraiment, ces pôles de confiance et de compétences, ils doivent rapprocher des territoires à cause des inégalités territoriales. Et puis, ils doivent rapprocher de toutes les personnes avec paralysie cérébrale parce qu'il y a des inégalités aussi sociales d'accès et de connaissances qui sont terribles pour les personnes. Pour pouvoir réussir sur ces pôles de compétences, il me semble qu'un schéma directeur national incitatif peut être de nature à favoriser. On l'a vu avec le handicap rare. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec la paralysie cérébrale ? Mais comment vous l'envisagez ? Comment vous le projetez, ces pôles de compétences ? À quelle maille ? À quel échelon ? Au moins à l'échelon départemental. Et avec des pôles de compétences pluridisciplinaires, ça c'est certain, pas seulement dans la santé, et qui peuvent s'appuyer aussi sur l'expertise des familles et des personnes en situation de handicap, parce qu'on a des personnes en situation de handicap qui sont expertes et qui peuvent accompagner complètement les familles qui découvrent et les situations réelles que rencontrent les personnes avec paralysie cérébrale. Je peux me permettre c'était ma question, ça s'enchaîne très très bien. Mais c'est bien, c'est très bien. En tant que clinicien, que médecin de réadaptation, je constate tous les jours, du coup, une dichotomie entre les enfants qui sont accompagnés dans le cadre des filières maladies rares
qui ont un suivi qui est extrêmement construit, posé, suivi médical, suivi de rééducation et réadaptation, et suivi et un accompagnement qui est en général fait avec les CESAD ou avec les CAMS quand ils sont plus jeunes. Et ça fonctionne bien. C'est moins vrai pour les enfants avec une paralysie cérébrale. Parce que c'est moins peut-être fléché, les ressources sont moins concentrées, et en tout cas, il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, une personne avec paralysie cérébrale et sa famille a probablement un suivi qui est un peu plus dispersé, un peu plus variable que ce qui a pu être structuré pour les maladies rares. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, on voit le phénomène vertueux des maladies rares. On voit que quand on concentre à un endroit une expertise, quand on concentre à un endroit la recherche, quand on concentre à un endroit le suivi des enfants en partenariat avec le territoire, on voit sur le terrain le côté vertueux de ces centres. Et c'est pour ça qu'on les demande. Et peut-être que c'est pour ça aussi que les personnes et les familles avec des enfants en situation de polyhandicap vous le demandent aussi. C'est devenu une réalité. Et du coup, on a un paradoxe qui apparaît. On a des enfants dont la maladie est rare, et tant mieux, qui sont plutôt très bien suivis. Et puis des enfants pour qui on a une fréquence ou une prévalence assez importante, comme la paralysie cérébrale, et pour lesquels le suivi est moins, on va dire, structuré ou moins organisé. Et du coup, ça lève question, ça pose question, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça qu'on vient avec cette idée. C'est aussi vertueux de pouvoir concentrer à un endroit innovation, recherche, soins, organisation des soins à l'échelle d'un territoire et de faire ça. Du coup, la question, elle est celle-là. Comment on fait peut-être pour aller vers, pas faire la même chose, parce que peut-être ce serait une erreur, hein, il faut que ce soit individualisé évidemment, mais comment on fait pour tendre vers cette qualité de soins qui a été proposée pour les enfants avec une maladie rare? C'est l'éternelle question de savoir qu'est-ce que le compromis entre une réponse extrêmement pointue, spécialisée, locale, enfin, qui au contraire va être un peu plus, je dirais, régionalisée, enfin, ou départementalisée, et une réponse de proximité. C'est l'éternelle problématique des familles, hein, en permanence. Je veux dire, est-ce qu'on fait des centres extrêmement spécialisés au détriment, je veux dire, de ma réponse de proximité? Toutes les familles le vivent, quelle que soit la situation de handicap. Donc, en fait, il faut faire les deux en même temps. Il faut en faire monter le droit commun pour se sentir plus à l'aise et mieux outillé. Hein, je pense aux enseignants pour scolariser des enfants. Alors, on va avoir enfin la formation initiale des enseignants, obligatoire. Il faut voir comment on instille vraiment. Ça sera pas de la formation en 24 heures. Sur tous les types de handicap, sur la problématique où je vais chercher mes ressources adaptées, etc. Mais c'est déjà un pas en avant. C'est comment en fait on instille dans chaque professionnel cette connaissance de je peux aller me former plus. Ça c'est important. Et où vais-je me former plus? Je parle de tous les professionnels. Donc en effet, il faut pouvoir identifier ces centres de ressources qu'on peut appeler, j'en sais rien, centres de ressources tout simplement, hein, que ce soit des pôles de compétences comme vous l'appelez. Il faut qu'on voit jusqu'où on peut aller avec cette difficulté. J'en parlais encore ce matin où il y a eu des formations pour les aidants très spécifiques sur le polyhandicap. On ne l'a pas du tout encore déployé partout, mais où des familles sont prêtes à faire 400 bornes pour aller faire ces 2 jours de formation parce qu'elles en ont besoin immédiatement. Donc voilà, c'est l'éternel compromis entre avoir une réponse extrêmement localisée qui sera peut-être au détriment d'une réponse qui sera plus spécialisée, mais peut-être plus éloignée. Mais je pense qu'il faut travailler sur les deux. Il faut vraiment travailler sur les deux. Donc, on va investiguer, on va regarder comment le déployer, comment s'adosser peut-être à des centres qui existent déjà, comment développer et mutualiser du coup les ressources de formation. Ça, c'est indispensable. Je suis content de voir qu'on fait un pas. Peut-être une question qui serait la question d'après, c'est effectivement, on a de nombreux acteurs, des nombreux partenaires. Comment on pourrait créer de façon interministérielle ce cahier des charges qui serait justement la réponse médicale, mais pas que, la réponse de rééducation et adaptation, la réponse de l'accompagnement scolaire, la réponse de la mise en place de l'activité physique adaptée pour les loisirs, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer un travail commun? Est-ce que ça y existait? Est-ce qu'il y a un précédent? Et si on devait se projeter... Et si on devait se projeter, comment on se projette ensemble vers un cahier des charges qu'on coécrit? Ouais. Alors là, je vais demander, j'ai un joker ou pas?
Hein, c'est ma directrice de cabinet. Je ne sais pas s'il y a eu avant, mais ça peut-être Alain Châtelain peut me souffler la réponse. Est-ce qu'il y a déjà eu un travail dans le passé commun là-dessus, sur un cahier des charges commun? Vous êtes, je pense, les mieux placés que moi pour le dire dans la mémoire collective. Essentiellement dans les centres maladies rares où le cahier des charges a été très attentivement fait. Ouais, il a fait avancer. Mais sur la paralysie cérébrale, non, pas jamais. Cérébrale, je garantis pas. Dans le livre blanc, si je puis me permettre, parce que je l'ai écrit, on a proposé pas mal de lignes du cahier des charges, mais évidemment, il y a un travail à continuer. Voilà. Piste. Ah ben voilà. Il faut vous mettre face aux caméras, face caméra là. Juste pour répondre à la question, il y a eu une tentative, il y a une douzaine d'années, effectivement, d'avoir une réflexion commune sur ces sujets. Et elle n'a pas abouti parce que les gens sont restés bloqués sur des questions de terminologie et de segmentation des choses. Mais je pense que ce que vous dites est extrêmement important. C'est-à-dire que l'idée qu'il faut qu'on sorte du silo d'une organisation professionnelle telle qu'elle est faite pour dire que l'inclusion, c'est l'affaire de tous, que l'objectif, c'est la participation et que c'est l'autodétermination, ça, c'est la formation de base, c'est ce qui est commun à tout le monde dans la matrice. Par contre, que ça puisse fonctionner si on n'a pas les compétences spécifiques, parce que c'est pas pareil de s'occuper d'un enfant qui a une dyspraxie que de s'occuper d'un enfant qui a une autre forme de handicap, auditif ou même moteur d'autres façons. Donc, dans l'histoire que j'ai vécue, j'ai un peu d'antériorité dans ce domaine-là, oui, il y a eu une tentative à un moment, mais je pense que les acteurs n'étaient pas prêts. Ils étaient encore trop dans leur silo, dans leur histoire. Et là, on est en train de sortir de cette histoire. On a la Convention des droits des personnes handicapées qui fait évoluer des choses. Il y a plein de choses. Donc voilà, je vous rends la parole, mais je pense qu'il y a une vraie ouverture possible maintenant qui n'était pas il y a quelques années. Merci Alain. Merci. Bon, ben on a des pistes de travail. Pistes de travail, exactement. Ouais. J'en rajoute une dernière question. Les personnes avec paralysie cérébrale, comme toute personne, ont besoin de progrès, de voir en tout cas qu'il y a des progrès. Une des façons de progresser, c'est la recherche et l'innovation. Il y a une forte attente sur les thérapies innovantes. Vous savez, c'est vraiment quelque chose qui est en train de faire bouger, on va dire, le monde de la réadaptation en général, le monde des sciences de la réadaptation aussi, le monde du handicap. On a des chercheurs en réadaptation. Aujourd'hui, en France, on voit émerger plusieurs équipes qui se spécialisent dans cette recherche qui est vraiment spécifique et qui se fait avec les familles la plupart du temps et pour les familles. Malheureusement, contrairement à d'autres pays, on est assez peu, on va dire, on n'est pas un des pays où on produit le plus de validation, d'essais thérapeutiques pour la réadaptation, dans la paralysie cérébrale, mais pas que. Du coup, une de mes questions, elle est assez simple, c'est comment on fait pour que demain, en France, ces sciences de la réadaptation, cette recherche en réadaptation, ces essais thérapeutiques qui viennent valider l'efficacité, mais aussi la sécurité pour les enfants et les familles, des thérapies qu'on propose, deviennent, on va dire, prioritaires. C'est pas simple. On sait que la recherche, c'est compétitif. On sait qu'avoir des budgets pour la recherche, c'est en face du cancer, en face de l'Alzheimer, des maladies d'Alzheimer, etc. Et donc, du coup, comment on fait pour que ces sciences de la réadaptation, ces essais thérapeutiques, deviennent peut-être un peu plus prioritaires que ce qu'ils sont aujourd'hui? Grosse question. J'ai pas la réponse, mais j'entends. J'entends beaucoup les familles qui travaillent justement sur l'intensité de la rééducation, comment on peut travailler aussi sur cette problématique-là, de savoir qu'est-ce qui est producteur d'effets le plus bénéfique pour les familles, pour les enfants et les adultes. C'est ça notre seul souci. Donc aujourd'hui, j'ai pas la réponse, mais je sais que vous l'avez inscrit dans votre livre blanc. Je pense qu'il faut qu'on intéresse la recherche, les chercheurs, pour qu'on puisse qualifier cette intensité de recherche et qu'on puisse du coup peut-être flécher les programmes d'investissement dans l'avenir, des choses comme ça qui identifieraient vraiment les aspects de recherche au profit justement de cette rééducation si importante pour tous ces enfants et ces adultes. Donc j'ai pas de réponse, mais j'entends bien, en tout cas je pense que ça fait partie des pistes
bien sûr d'amélioration, d'objectiver justement ces thérapies, en fait ces prises en charge innovantes. C'est ça qui doit nous guider, c'est l'innovation au service vraiment de l'autonomie des personnes et d'une meilleure vie tout simplement. Donc on va regarder ça avec attention. Merci beaucoup. Merci. Je pense aussi que les chercheurs ont besoin juste de moyens de temps en temps pour nous aider. Il faut déjà qu'on qualifie ce qu'ils vont chercher. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Qu'on qualifie l'objet de la recherche. C'est ça que vous nous demandez aujourd'hui. Je crois que nous savons, quand il y a un essai thérapeutique, il y a un essai formel maintenant. Je suis en fin de carrière et je suis à la retraite. L'énorme progrès dans la matière de handicap. Non, mais les objectifs que l'on se fixe ensemble. Il y a des essais thérapeutiques comme dans le reste de la médecine. Ouais, avec des objectifs, avec relever les effets secondaires, etc., etc. Ce qui paraît si banal, on en parle partout pour le vaccin en ce moment, n'était pas fait en rééducation. C'est maintenant le cas. Il y a des projets, la Fondation les finance beaucoup. Je pense que ça peut être des appels d'offres un peu fléchés pourraient être intéressants pour aller à l'étape suivante. C'est ce qu'on a vu aussi. C'est ce qu'on a vu aussi ce matin. Donc c'est une vraie demande. Quand je dis qu'on qualifie, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on veut se mettre comme objectif de pouvoir améliorer au quotidien? Voilà, moi je pense Absolument. Vous avez vu qu'il y a un chapitre que j'aime beaucoup, qui est qui décide de la qualité de la rééducation. Quels sont les objectifs que nous avons? Est-ce que c'est les médecins, dont je suis, qui doivent décider, ou est-ce que ce sont les gens qui ont ce traitement qui doivent décider ce qui est le plus important. Déterminer les objectifs sont essentiels. Avoir des objectifs mesurables en rééducation est essentiel. Et ça, c'est un fait nouveau. Et ça a été créé par cette nouvelle génération de professeurs de médecine physique et d'éducation. Définir les objectifs, c'était ça. Vous l'avez compris, on accueille Marc Tardieu qui a écrit la synthèse du livre blanc et qui va nous en redire un petit mot. Je vous propose d'arriver à la fin de cette table ronde. Je sais que votre temps est très très compté. Vous avez lu notre livre blanc, vous avez entendu toutes les questions aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres points dans le livre blanc. Et ce livre a été difficile à écrire. Il a fallu vraiment il y ait un dialogue intense entre les personnes vivant avec la paralysie cérébrale et les professionnels. Ça n'avait rien d'évident. Et ce travail, il faut qu'on le poursuive, et nous voudrions le poursuivre avec vous, avec les ministres concernés, avec les administrations, car nous avons le sentiment d'être vraiment totalement au milieu du chemin et non pas à la fin du chemin. Nous avons ouvert des pistes, mais sans vous et sans la réalité têtue, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que cela. On a entendu vos réponses aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont donné beaucoup de pistes, mais je crois qu'il faut continuer à travailler ensemble. Un livre blanc, c'est pour aider à prendre des décisions. Et les décisions, cette stratégie nationale qu'on appelle de nos voeux, c'est juste une série de décisions, mais avec un chemin tracé. Ces décisions, elles ne peuvent être que communes aux personnes concernées, aux professionnels, aux administrations des différents ministères. Il y en a beaucoup concernés. Ça ne peut plus être une réponse verticale qui ne serait pas à la hauteur de la demande des uns et des autres, en paralysie cérébrale, mais je le sais bien en polyhandicap aussi, et je le sais bien dans beaucoup de domaines. Il faut qu'on fixe ensemble des objectifs mesurables, des objectifs possibles. Tout n'est pas possible. On en a énoncé dans le livre blanc, on aimerait les travailler avec vous, aider les gens à être à la domicile, revaloriser les aidants, on l'a dit tout à l'heure. On a parlé des aidants sexuels dans le livre. C'est un point où la réglementation est complexe. Clairement, c'est un sujet de société qui doit être débattu. Il n'est pas simple. Et le Conseil national d'éthique a donné une réponse qui n'est peut-être pas suffisante pour aller jusqu'au bout. On voudrait des pôles de compétences. Bien sûr qu'il n'y aura pas un pôle de compétences dans chaque département pour chaque sujet, c'est impossible. Mais il faut structurer cela. Il faut qu'on travaille ensemble pour le faire. Il faut qu'on travaille sur le remboursement des rééducations. C'est plus pareil maintenant. Les nouvelles méthodes ont des rythmes de rééducation différents. Si on ne travaille pas sur ces méthodes de remboursement, le progrès n'arrivera pas jusqu'au bout. Et je crois qu'il y a un problème quand même d'inégalité territoriale important. Vous l'avez dit sur les MDPH et autres. Et puis je ne peux pas ne pas aborder la prévention de la paralysie cérébrale. Il y a un gros travail à faire sur la prévention de la prématurité, qui est probablement pas suffisant, qui recoupe beaucoup des données socio-économiques. Il n'y a pas que de la médecine, il y a beaucoup de socio-économie. Bref, énormément de sujets qu'on a essayé d'élaborer.
Je vais vous laisser conclure la séance, mais je crois que nous avons levé un espoir. Je crois que les familles nous attendent beaucoup. On est au milieu du chemin. On espère beaucoup continuer à travailler. On ne veut pas s'arrêter aujourd'hui et on est tous collectivement à votre disposition pour poursuivre avec les différents ministères si c'est possible. Je pense que vous avez dit quelque chose d'important, c'est que la réalité est têtue, comme vous le dites très justement, et que donc la réalité de ces familles, de ces personnes, attendent beaucoup de nous tous. Encore une fois, je pense qu'on est en ce que nous a dit le président de la République, quand on parle d'inconditionnalité d'accompagnement ou de responsabilité populationnelle, elle est bien là. L'État peut beaucoup, mais tout seul, il n'y arrivera pas. Donc c'est bien l'enjeu de ce travail de co-construction permanente, en même temps des réponses et de l'organisation territoriale. Notre difficulté majeure en France, elle est là. Comment j'ai une réponse équitable sur les territoires alors qu'ils sont extrêmement divers. Divers, on l'a bien vu, en difficulté, certains en désertification médicale, c'est une réalité. D'autres en difficulté de déplacement, de motricité aussi, pour les personnes elles-mêmes. Donc il en va de travailler sur des choses réalistes, mesurables. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se fixe un tableau de bord ensemble, une feuille de route dans les différents champs, qu'on puisse mesurer les progrès. On connaît les freins, comment on travaille sur tous ces irritants qui sont en permanence, vous l'avez dit madame, sur la scolarisation, où on a encore, je dirais, des notifications qui ne sont pas pourvues d'effet, comment on travaille sur l'évaluation des besoins. Aujourd'hui, on ne peut pas, moi je pense qu'il faut qu'on modifie complètement notre mode d'évaluation d'accès aux droits des personnes handicapées. On ne peut plus demander à des équipes de travailler sur dossier. Ça, c'est pas possible. Donc le faire confiance avec les équipes de terrain pour les évaluations, c'est extrêmement important. Comment on identifie ces experts qui ont une vraie connaissance et qu'on n'embolise pas dans des délais d'attente de 6 mois, 7 mois, 8 mois parce qu'on n'a pas ce temps d'experts. Donc comment on va vers les lieux où il y a cette expertise. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on identifie ces experts. Là, j'ai besoin de vous pour que vous me précisiez exactement quelles sont nos ressources d'experts que vous avez pu identifier, que vous avez peut-être déjà formés et qui sont répartis. Vous savez, c'est comme dans l'éducation nationale, les enseignants spécialisés. Il y a des enseignants qui ont suivi des formations, mais qui ne sont plus face aux élèves. On a des ressources aussi d'aller chercher ces enseignants spécialisés pour les mettre en personnes ressources. Ce qu'on a fait sur les enseignants spécialisés, sur les troubles des TSA et au sein des troubles du neurodéveloppement, un enseignant spécialisé par département qui va travailler avec ses pairs. On est bien là dans l'expertise de pair à pair. Eh bien, c'est pareil, il faut qu'on le fasse à tous les niveaux. Donc, je pense qu'on a énormément de travail à faire. On a une très belle base de travail. Il faut qu'on voit comment on cadence ces travaux, quelles sont la disponibilité des administrations. Ça va être important sur des engagements. Comment on priorise, parce qu'on ne pourra pas tout faire, vous l'avez dit. Comment on priorise, mais comment chacun dans son domaine de compétences, en complémentarité, on peut faire avancer les choses. Donc il faut qu'on se revoie tranquillement, qu'on travaille avec mon cabinet, qu'on puisse élaborer, je dirais, un cadencement des chantiers et qu'on se fixe une stratégie, une feuille de route commune, croisée, avec l'engagement des administrations pour nous dire comment elles vont pouvoir travailler. Mais il faut qu'on avance, bien sûr. Vous avez fait déjà un travail remarquable, on ne va pas le laisser aux oubliettes. Non, ce n'est pas possible. Il en va de notre responsabilité vis-à-vis des familles et des adultes qui attendent autre chose, justement, en s'appuyant sur la connaissance, vous l'avez dit, sur les progrès de la science. Il faut qu'on avance de façon massive. Donc, je ne vais pas vous donner de calendrier tout de suite, mais nous serons là. On va regarder ensemble ce qu'il est possible de faire et puis se fixer un calendrier. Je pense que c'est important, du court terme, du moyen terme. Il y a des choses qui seront plus dans la durée. Il y en a d'autres qu'on peut peut-être arriver à travailler plus précisément. Il faut qu'on cartographie nos ressources. Ça, c'est très important. On marche trop à l'aveugle sur les besoins des personnes. C'est tout l'enjeu du nouveau système d'information des MDPH, de pouvoir codifier pour mieux connaître les besoins des personnes. Et là, il en va vraiment d'une connaissance beaucoup plus fine des différentes pathologies que les personnes peuvent avoir ou des besoins qu'elles ont. Et puis, il en va aussi de pouvoir mieux connaître les réponses qui sont déjà apportées. Donc ça, c'est important. Donc voilà, beaucoup de travail, mais je pense qu'on a des beaux objets sur lesquels on peut avancer beaucoup plus vite. En tout cas, merci pour ce livre blanc. Merci pour ce travail. Je sais que c'est un travail important qui a demandé beaucoup de dialogue, vous l'avez dit. Et puis, beaucoup de choses restent à faire, j'en ai bien conscience. Mais je voudrais dire aussi que ça a avancé, que ça avance, qu'il y a une meilleure prise en compte de la différence.
Mathieu l'a dit, cette société inclusive, elle est de notre responsabilité. Quand on dit tous concernés, tous mobilisés, c'est bien ça. Je vous repasse juste 2-3 informations, tant qu'à faire. Le DUOD, excusez-moi, mais le DUOD, 18 novembre, on a 22 000 offres d'emploi. Quand Mathieu parle des compétences en binôme, c'est peut-être là l'occasion aussi de découvrir ça, de faire découvrir. Donc on a que 21 000 offres des personnes. Donc il faut aussi lever l'autocensure des personnes handicapées et aller vers le c'est possible. Et découvrons des nouveaux métiers. Allons-y massivement sur l'insertion professionnelle. Ça va être la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. C'est le moment ou jamais. Pendant une semaine, on ne va parler que de ça. On a la journée du 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées. Là aussi, faisons connaître ce qui existe déjà, tous ensemble. Il faut qu'on se mobilise pour chacun dans son domaine, pour faire savoir. C'est peut-être l'occasion de reparler du livre blanc le 3 décembre, pour qu'on en ait après. Nous, on pourra le relayer, mais il faut aussi en parler sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, on va avoir la présidence française de l'Union européenne, avec le 9 mars, la grande journée où je reçois tous mes homologues de ministres. Et bien voilà, il faut faire savoir, il faut pouvoir échanger, il faut benchmarker ce qui existe déjà en Europe. Je sais que vous le faites. C'est aussi des occasions de faire savoir et de communiquer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces échanges. Merci à vous, merci Madame la Ministre. Cette émission sera en replay d'ici très peu de temps. Merci à tous, merci pour vos interventions. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.